Très bien, bonjour. Donc, bienvenue sur Tara. Je suis Yves, le second capitaine, et je vous accueille de la timonerie du bateau. Nous sommes amarrés au port à Salvador de Bahia, au Brésil. Nous sommes en escale pour quelques jours. Là, on a une relève d'équipage, relève de marins et relève de scientifiques aussi. Par exemple, Elena, qui se trouve à côté de moi, qui est intervenue comme scientifique depuis Macapa jusqu'à Salvador, va débarquer aujourd'hui et être demain et être relevé par une autre personne. Super, génial. Et ben, merci beaucoup. Donc, effectivement, vous voyez les élèves, donc, ils sont au Brésil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux questions. Donc, je donne la parole à la classe de Bérangère Vastel. Donc, vous pouvez activer votre son et on vous écoute pour la question à Elena et à Yves. Vous entendez, Bérangère? Alors, ça ne fonctionne pas, donc je vous invite à poser votre question à écrit. Je vais prendre la question de quelqu'un d'autre. Donc, la classe de Célia Mars. On vous écoute. Donc, ça ne fonctionne pas non plus, décidément. Alors, on va donner la parole à la classe CM1, CM2 de l'école primaire de Calville. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que si on Vous ne entendez fait les rien... CM1? C'est bon, vas-y, on t'écoute. Est-ce que si on ne fait rien contre la pollution, certains animaux vont disparaître? Oui, bonjour. Ah, d'accord. Donc, si on fait rien, oui, alors, des animaux apparaissent et disparaissent en fait tous les jours. C'est un phénomène naturel. La vie se renouvelle, on vit, on meurt. Et comment? La pollution a des conséquences sur l'environnement. Donc, évidemment, ça fait disparaître des espèces, ça en favorise d'autres, ça fait des changements. Et nous, ce qu'on étudie beaucoup, c'est justement les changements qui sont en cours, qui se produisent déjà depuis longtemps. On étudie ces changements, on essaie de voir quelles conséquences ils vont avoir pour l'humanité particulièrement, et puis pour les espèces animales et végétales qui accompagnent l'humanité sur la Terre. Voilà, donc bien sûr, il disparaît des espèces liées à la pollution, d'autres apparaissent et on peut se demander ce que ça va devenir. Est-ce que les océans vont continuer à réguler le climat, nous apporter les ressources dont on a besoin? C'est ça les grandes questions auxquelles on essaye de répondre. Super, merci Yves. Merci aux CM1. Je vous invite pour les personnes qui vont prendre la parole à vous présenter, comme ça vous connaissez votre prénom, c'est plus sympa. Du coup, on va réessayer dans la classe de Célia Mars. Donc, voilà, vous pouvez poser votre question. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, vous pouvez poser votre question. Bonjour, nous sommes la classe de CM2 à la mode Saint-Héret. Quelle est votre plus grande découverte? Bonjour, eh bien, je serais tenté de poser la question à Elena qui est à côté de moi. Quelle est notre plus grande découverte? C'est une super question, je me la posais aussi. Mais est-ce que tu peux être plus précis? Plus grande découverte là en ce moment au Brésil ou plus large sur le projet Tara? Pendant votre expédition? Là, moi personnellement, ma plus grande découverte que je ne savais pas du tout, c'était de voir les dauphins roses dans le fleuve en Amazone. Mais sinon, après, côté science, pour l'instant, on fait que récolter des échantillons de mer. Et donc, on n'a pas encore tout à fait les résultats de ce qu'on échantillonne. Donc ça sera fait un peu plus tard. Et toi, Yves, c'était quoi ta plus grande découverte? Personnellement, ma plus grande découverte, eh bien,
côté science, c'est à quel point les organismes vivants interagissent avec tout ce qui se passe, avec toute la vie sur Terre, comment ça interagit aussi avec le climat. J'ai découvert ça ici avec les scientifiques, comme des espèces marines, les espèces microscopiques marines qui représentent une énorme masse de vie sur Terre. Et dans l'océan, c'est la plus grosse quantité d'êtres vivants, ceux qui sont microscopiques. Et ils ont des influences sur le climat, sur l'oxygène qu'on respire et finalement sur toute la vie sur Terre. C'est ça qui me paraît intéressant et c'est un peu justement ça qui est à l'étude en ce moment. D'accord, merci. Et on a une deuxième question. Alors, j'ai plein de questions. Si ça ne vous dérange pas, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre, parce que comme ça va très vite, j'ai vraiment beaucoup de questions. Merci. Alors, du coup, Elena, tu disais que les échantillons étaient récoltés à bord de Tara, mais que du coup, on n'avait pas encore les résultats. Donc, est-ce que tu peux nous dire, c'est des questions que j'ai à l'écrit, comment vous faites pour ramener les échantillons en France? Alors, donc, les échantillons, ils sont pris, ils sont stockés sur différentes formes selon l'analyse qui va être faite. Donc, il y en a qu'on met au frigo, d'autres qu'on congèle, d'autres qu'on met des fixateurs. Donc, on a du rangement et donc on range les échantillons qui sont tous très bien étiquetés. Et après, ils vont tous les 3 mois, ils sont envoyés vers la France. Et donc, ils sont tous envoyés au génoscope. Et à partir de là, ils vont être expédiés dans les différents labos qui vont après faire des analyses dessus. Voilà. Super, merci beaucoup, Elena. Alors, du coup, je vais donner la parole maintenant à la classe de Nadège Brigot. Vous pouvez activer votre son et on vous écoute pour votre question à Yves et à Elena. Alors, vous activez votre son. Voilà. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Zoélie. Ma question est comment les escales sont-elles choisies? Ah, super question. Ah, c'est une bonne question. Bah, je vais laisser Yves prendre la parole. D'accord, bah là c'est presque à Aliénor qu'il aurait fallu poser la question. Oui, c'est une super question, c'est très technique le choix d'une escale. Alors, on va regarder pourquoi on fait escale. On fait escale pour se ravitailler, particulièrement en nourriture. On fait escale en nourriture, en pièces détachées et en combustible. Et on fait escale également pour avoir des relèves de personnel. Alors, le port où on fait escale, donc faut que les ports auxquels on fasse escale soient à une distance choisie l'un de l'autre. Voilà, faut pas que ça soit trop loin pour pas qu'on manque de nourriture. Il faut pas que ça soit trop près parce que ça manquerait d'intérêt. Faut que dans ce port, le Tara puisse rentrer, donc faut qu'il y ait assez d'eau, faut qu'il y ait un quai qui puisse l'accueillir. Faut que les réglementations lui permettent aussi d'arriver, mais ça c'est un peu plus une inconnue en général. Donc, faut qu'il y ait assez d'eau pour qu'on vienne, faut qu'il y ait un quai qui puisse nous accueillir et des infrastructures. Oui. Tu peux continuer, Yves. J'ai entendu quelqu'un parler. Ah oui. Et il faut également qu'il y ait un aéroport à proximité pour les relèves de personnel. Donc, c'est tout ça qui fait le choix d'une escale. Et ça arrive qu'en cours d'expédition, une escale soit changée parce que on se rend compte qu'il y a certaines conditions qui ne sont pas remplies. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur les escales? Oui, elle a répondu. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Karel Marchand. Donc, je vous invite à activer votre son et à poser votre question. Est-ce qu'on a trouvé comment dépolluer les océans? Ah, c'est une très bonne question. Hein. Ouais, alors ça, c'est une grosse question. Ouais. C'est une question qui se pose. En fait, dépolluer l'océan,
faut arrêter de le polluer Oui, c'est si on veut beaucoup faire plus quelque facile, chose. ouais. C'est donc limiter les apports de polluants dans l'océan. Les apports de polluants qui viennent par la terre ou par les fleuves ou par l'air. Donc on a étudié les plastiques, par exemple, qui viennent dans l'océan par les fleuves. Et donc, la conclusion, c'est que si on veut qu'il y ait moins de plastique dans l'océan, et ça paraîtrait une bonne chose qu'il y en ait moins, il faut qu'il en arrive moins chaque jour. Parce que le plastique qui est dans l'océan, ou les polluants qui sont dans l'océan, on ne peut pas les retirer. C'est tout simplement pas possible. C'est mélangé à l'eau. Donc, on peut pas, on peut pas filtrer l'eau pour en extraire ce qu'il y a dedans. Voilà. Oui. Donc, c'est toujours attrayant de voir qu'on peut retirer des sacs plastiques, etc. Effectivement, si on trouve un sac plastique, c'est toujours bien de le retirer et de l'emmener vers une poubelle. Mais ça ne représente pas en soi une solution parce que les sacs plastiques qui sont visibles, c'est une toute petite partie. Et la grande partie du plastique qui est dans l'océan est complètement invisible et sous forme de minuscules parties. C'est absolument impossible de les filtrer. Ça voudrait dire qu'on filtre aussi tout le plancton, toute la vie qui est dans l'océan, on retirerait tout. C'est pas du tout possible. Donc, ce qu'on espère, c'est que l'humanité arrive à faire en sorte de gérer ses propres déchets, de les gérer elle-même sans les déverser librement dans la nature qui est sans doute en train de s'en retrouver saturée. Voilà. Mais bon, ça, pour l'instant, on ne sait pas comment faire encore. Mais on apporte des preuves de ce que je vous dis là, des preuves scientifiques de ces phénomènes pour essayer que les décisions prises et les budgets alloués soient donc les efforts faits pour dépolluer l'océan soient faits à la source de la pollution et non pas dans l'océan où c'est déjà en fait trop tard. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, je vais recouper, donc je pense Oui, que merci. oui. Merci à vous. Alors Yves, j'ai une question pour toi de la classe de Magali Ouari. Quelle est la différence entre le capitaine et le second? Oui, le capitaine et le second, c'est pas du tout le même poste. En fait, il n'y a presque que des différences. On dit second capitaine, mais c'est une expression. En fait, le capitaine, il est responsable entièrement de l'aspect nautique. Il est entièrement responsable du navire. Il a la pleine responsabilité sur tout ce qui se passe à bord, ce qui n'est pas du tout le cas du second. Donc là, ça, c'est une différence fondamentale. C'est que le capitaine prend les décisions, le second ne prend pas les décisions. Enfin, il prend des initiatives, mais pas des décisions. Voilà. Donc, en quelque sorte, le capitaine, il commande le navire et le second, c'est une personne qui participe à mettre à exécution les ordres du capitaine, son organisation du travail, sa politique de sécurité, etc. Voilà, second met en œuvre, mais il n'est pas le décideur. Voilà. Après, il peut être consulté, etc. Il y a une coopération entre les deux, mais également entre tout le monde dans l'équipage. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Alors, c'était une question écrite, donc je vais attendre que l'école me dise. Je pense que oui, mais déjà, moi, j'ai appris des choses. Et alors, je vais prendre une dernière question, parce que je vois que le temps est folle. De la classe d'Amandine Janto, je vous envoie une demande d'activation du son pour que vous puissiez poser votre question à l'oral. Donc, on vous écoute. Et bonjour. Bonjour. Je m'appelle Margot. Comment le bateau il marche? Bonjour. Comment le bateau marche? Alors, je connais quelqu'un qui te dirait avec ses jambes, mais ça, ce serait juste pour rigoler. Le bateau, c'est un voilier. Donc, il marche à la voile quand il y a du vent, comme on le voit là sur la photo. Et on peut réduire les voiles. S'il y a beaucoup de vent, on met des petites voiles. On diminue la taille des voiles qu'on voit là. S'il y a peu de vent, on met toutes les voiles.
Et si on, voilà, si on veut aller lentement pour faire de la science, on met juste un tout petit peu de voile ou des fois on dérive. Juste le vent suffit à pousser le bateau sans aucune voile pour qu'on tire nos filets. Et puis s'il n'y a pas de vent ou si le vent est contraire et si on veut manœuvrer dans les ports, dans ce cas-là, on utilise des moteurs. Donc le bateau, il a des vrais moteurs avec des hélices et on peut avancer comme ça très bien, moins vite qu'à la voile, mais on avance très bien, on peut parcourir des grandes distances et puis on peut manœuvrer dans les ports de manière simple. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une dernière question de la classe de Marie Capetti. On est à Paris, dans la classe de 5e. Bonjour, on est l'école Sainte-Marthe, on est les CM2B. Est-ce que c'est facile la vie dans des bateaux? Bon, bah, je vais commencer par répondre. Oui, vas-y. Alors moi, c'était ma première expédition, donc j'avais jamais navigué et j'avais un petit peu peur du mal de mer, mais en fait, j'en ai pas vraiment eu. Bon, après, on peut prendre des médicaments pour pas en avoir. Et donc, au début, il faut qu'on s'habitue au mouvement du bateau. Tara, il bouge pas mal. Il bouge non seulement sur les côtés, mais il bouge aussi en haut et en bas. Et surtout quand la mer est agitée, bah, moi, j'ai des bleus dans les bras et les jambes parce qu'on peut comment dire, Se cogner. Se cogner, voilà. Mais sinon, après, on s'habitue. Et puis, c'est hyper agréable. J'aime beaucoup ce mouvement. Et puis voilà, on s'adapte. C'est comme si le bateau et nous faisaient un au bout d'un moment. Donc, il y a vraiment un équilibre qui s'établit. Donc, il y a une première phase un tout petit peu qui peut être un peu plus difficile parce qu'on s'habitue à être tout le temps en mouvement. Mais après, ça se passe très bien. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Okay, cool. Yeah. Alors, du coup, je vais prendre une dernière question, parce qu'il est 15h, comme je leur avais dit. Donc, à Paris, le collège Marie Curie. Donc, les élèves de 5e 1, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Fayad. Est-ce que c'est pas trop dur d'être loin de votre famille? Bon, moi j'ai été que 1 mois, donc ça va. Mais moi je fais partie des scientifiques, donc on tourne assez fréquemment, donc on est remplacé. Donc moi j'étais 5 semaines et ça s'est très bien passé. Bon, bah, mes enfants me manquent, mais tout va bien, donc je les rejoins demain, donc ça va. Par contre, Yves, il fait partie de l'équipage, donc eux, ils restent beaucoup plus de temps, donc je laisse Yves répondre de son côté. D'accord, bonjour, Fayad. Donc, oui, moi, étant marin, j'embarque pour 3 mois. Et effectivement, à mon sens, c'est vraiment très difficile d'être parti aussi longtemps, puisque c'est toute une partie de ma vie qui est en arrêt quand je ne suis pas là. Et donc, autant la vie à bord et l'expédition sont entraînantes et je suis vraiment pris dans le jeu, autant ma vie personnelle est mise en attente pour un temps qui me paraît vraiment trop long. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire changer pour mes embarquements parce que ça a beaucoup d'impact sur ma vie privée. Voilà, beaucoup de choses que je ne peux pas faire ou suivre et c'est voilà, c'est ça c'est le côté difficile de ce métier. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à tous. Il reste encore plein de questions. Malheureusement, on va devoir arrêter parce qu'on a un autre direct avec l'équipage, donc juste après. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé. J'espère que vous avez obtenu plein de réponses à vos questions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.